La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis écrivain, et tout ce que j'écris devient réel. J'écris depuis aussi loin que je me souvienne. Depuis que je suis enfant, l'écriture a toujours été pour moi un moyen d'échapper à une réalité ennuyeuse et de m'immerger dans un monde fictif que je pouvais créer simplement en posant des mots sur le papier. Très tôt, j'ai su que c'était exactement ce que je voulais faire dans ma vie, que ce soit gratuitement ou pour gagner de l'argent. Heureusement, grâce à la persévérance et au travail, j'ai réussi à en faire mon métier à plein temps, et j'ai vendu jusqu'à présent des milliers d'exemplaires. Mais si je vous parle en ce moment, ce n'est pas pour faire ma promotion. Je suis là pour vous raconter une série d'événements récents que je n'arrive pas à expliquer. Depuis quelque temps, des choses étranges se produisent dans ma vie, et je suis de plus en plus convaincu qu'il ne s'agit ni d'une simple coïncidence, ni d'une mauvaise plaisanterie. Laissez-moi reprendre depuis le début. Il y a une semaine, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé l'un de mes livres ouverts sur la table de la cuisine. C'était mon tout premier roman publié, intitulé Les Tourments du cœur. L'histoire était fictive, mais elle utilisait des personnages réels, y compris moi-même comme protagoniste, ainsi que des personnes que je connaissais. En regardant le livre, j'ai remarqué qu'il était ouvert à la page 124, et qu'un paragraphe précis était surligné. Le paragraphe disait « Il ouvrit l'enveloppe et sentit son cœur s'emballer. Il relut les lignes encore et encore, les parcourant frénétiquement des yeux, mais peu importe le nombre de fois où il les lisait, les phrases restaient les mêmes. Il laissa tomber l'enveloppe et se frotta les yeux en soupirant de désespoir. Même s'il s'y attendait depuis longtemps, il ne savait pas comment il allait se relever après avoir été expulsé de son appartement. Il se dit qu'il pourrait rester quelque temps chez sa sœur, malgré le fait que leur relation n'était pas très bonne ces dernières années. La première chose qui m'a semblé étrange, c'est que je ne me souvenais pas avoir laissé le livre ouvert à cette page, ni même l'avoir sorti de l'étagère en premier lieu. Je vis seul, donc personne d'autre n'aurait pu le faire. J'ai supposé que je l'avais peut-être ouvert inconsciemment plus tôt, en me dépêchant pour aller chez le dentiste alors que je ne trouvais pas mes clés. Cela n'expliquait toujours pas pourquoi le paragraphe était surligné. Mais le livre traînait là depuis des années. Peut-être que mon ex-femme avait joué avec quand nous vivions encore ensemble. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. En haut, en grosses lettres bien visibles, il était écrit « Avis d'expulsion ». J'ai parcouru la lettre rapidement et j'ai compris que la raison invoquée était un non-paiement de loyer. C'était impossible car j'avais toujours payé mon loyer à temps. J'ai donc décidé de rentrer chez moi et d'appeler immédiatement pour régler cette erreur. La femme qui a répondu, bien que très polie et patiente, m'a confirmé que le loyer n'avait effectivement pas été payé. Pire encore, selon leur dossier, j'avais déjà accumulé plusieurs retards les mois précédents. Et la seule raison pour laquelle je n'avais pas été expulsé plus tôt était la bonne volonté du propriétaire. J'ai expliqué qu'il devait y avoir une erreur, mais elle m'a répété qu'il n'y en avait aucune et que j'avais 3 jours pour quitter les lieux. Il m'était impossible de contacter directement le propriétaire, car il avait confié toute la gestion à une agence vivant à l'étranger. Après des heures à essayer en vain de régler le problème, j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire et que je devais chercher un autre appartement. Ce n'est qu'en recommençant à faire mes cartons et en reprenant le livre que je me suis souvenu du paragraphe surligné. J'ai commencé à penser que quelqu'un essayait de me piéger ou de me faire une mauvaise blague.
Mais je n'avais aucune idée de qui cela pouvait être. Aucun de mes amis n'aurait eu un humour aussi cruel, et surtout, cela n'expliquait pas comment quelqu'un aurait pu entrer chez moi et orchestrer quelque chose d'aussi élaboré. Malgré tout, j'ai continué à faire mes bagages, espérant presque que quelqu'un surgirait pour me dire « Surprise, on t'a eu !» 2 jours passèrent, et j'avais déjà prévu d'emménager chez ma sœur le temps de trouver un nouveau logement. Elle était parfaitement d'accord pour m'héberger aussi longtemps que nécessaire, et je l'en remerciais sincèrement. J'étais sur le point de quitter mon appartement, mes sacs prêts, quand j'ai remarqué un bout de papier glissé sous la porte. Je l'ai ramassé, et j'ai réalisé avec horreur qu'il s'agissait d'une page arrachée de mon livre. On pouvait y lire « La nouvelle le dévasta. Son grand frère avait toujours été comme un père pour lui. Et apprendre qu'il était mort dans un accident de voiture lui donna l'impression de recevoir un coup de couteau en plein cœur, suivi d'une torsion de la lame. Les médecins disaient qu'il était mort sur le coup, écrasé par un camion, sans aucune chance de réanimation. Que deviendraient ses enfants maintenant ? Leur mère était partie depuis des années, alors qu'ils étaient encore petits, et personne ne savait où elle se trouvait. Il aurait volontiers pris la responsabilité de les élever, car il les considérait presque comme ses propres enfants, mais il avait déjà du mal à subvenir à ses propres besoins financiers, alors encore moins à ceux de 2 enfants supplémentaires. Mon téléphone se mit à sonner. Je répondis sans même regarder qui appelait. « Allô ?» J'entendis la voix de ma sœur à l'autre bout du fil. Elle pleurait et peinait à respirer. « Kelly, ça va ?» Elle sanglota un instant avant de réussir à dire « C'est Michael, il est... » Elle éclata à nouveau en sanglots. Je sentis mon estomac se nouer et mon cœur s'emballer, anticipant déjà la pire nouvelle. « Qu'est-ce qu'il y a avec Michael ? Kelly, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» insistai-je, mais elle n'arrivait pas à parler entre 2 sanglots. Elle m'a expliqué ensuite qu'il avait eu un accident de voiture et qu'il était mort sur le coup. Elle se mit à pleurer encore plus fort. Avant même que je puisse poser d'autres questions, mon téléphone glissa de ma main et tomba sur le sol. J'eus l'impression d'avoir moi-même été percuté par un camion. Je me mis à hyperventiler, la vision brouillée par les larmes. J'essayais de refouler la douleur, mais plus je luttais, plus elle devenait intense. Je m'effondrais par terre et pleurais pendant des heures. Mon grand frère était mort. 2 jours plus tard, j'étais chez ma sœur. Je m'étais installé et nous avions commencé à organiser les funérailles de Michael. Même si les circonstances de sa mort étaient étranges, j'étais en plein deuil et je n'imaginais même pas que quelqu'un puisse aller jusqu'à tuer mon frère pour me nuire. À ce moment-là, la seule explication possible à mes yeux était une coïncidence atroce. Kelly était déjà partie en avion dans la ville de Michael et je comptais la rejoindre dès que j'aurais réglé mes propres affaires. Il était environ minuit et j'écrivais un peu pour me changer les idées quand j'ai eu soif. Je descendis à la cuisine pour boire du lait directement à la bouteille. Ce n'est qu'en refermant le frigo que quelque chose attira mon attention. Là, au milieu des dessins des enfants de Kelly, maintenus par un aimant en forme de visage souriant, se trouvait une autre page de mon livre. Les mains tremblantes, je la pris, redoutant ce que j'allais lire. Je dus la tenir à 2 mains tant je tremblais. Le texte disait « On frappa à la porte. » En regardant par le Judas, il vit le visage furieux de son ex-femme le fixer sans expression. Il ouvra la porte et se prépara à subir une avalanche d'insultes et d'accusations. Elle avait toutes les raisons de le faire, mais malgré tout, il n'était pas prêt à affronter ça maintenant. À cet instant précis, on frappa à la porte d'entrée. Je fixais le couloir, le cœur prêt à sortir de ma poitrine. Le silence était si total que j'entendais ma propre respiration tremblante, jusqu'à ce que les coups résonnent à nouveau dans la maison, me faisant presque sursauter. Les coups étaient impatients, furieux, et je savais que quiconque se tenait là à cette heure tardive n'était pas venu pour une visite amicale.
Je m'approchai lentement de la porte, en essayant de faire le moins de bruit possible, tandis que les coups devenaient plus forts et plus pressants. Avec précaution, je regardai par le judas. Sans surprise, le visage de mon ex-femme me fixait de l'autre côté. Si la réalité suivait vraiment les événements du livre, cette rencontre ne serait au pire que stressante, pensai-je. Il n'y avait qu'un seul problème. Voyez-vous, mon ex-femme est morte il y a 3 ans.